Est-ce que vous saviez qu'Omerta avait une application mobile sur laquelle vous pouviez retrouver tous nos contenus exclusifs? Pour s'abonner, c'est pas compliqué. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, bonjour aux abonnés d'Omerta, abonnés de la plateforme Omerta et abonnés également de la chaîne YouTube. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, je reçois Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. On vous voit aussi, vous êtes chroniqueuse dans les médias. Vous sortez ce livre, alors je le montre à la caméra, Être parent en temps de crise. Déjà, rien que le titre, on a envie de l'acheter parce que quand on est parent, on se pose quand même beaucoup de questions sur l'époque, sur plein de choses, sur plein de thèmes que nous allons évoquer aujourd'hui. Comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants? Alors, ma première question, donc être parent en temps de crise a été conçu pour venir en aide aux parents face à l'impression grandissante d'une déconnexion avec nos enfants. À quand remontent, selon vous, par rapport notamment à notre génération, les premiers symptômes de cette déconnexion? Alors, moi j'ai 41 ans et depuis que je suis née, je n'entends parler que de crise. C'est-à-dire que le narratif collectif est un narratif de crise. On est en crise économique, en crise écologique, en crise sanitaire. Donc on n'a de mémoire que de crise. Et finalement, c'est très compliqué de penser le monde quand on est dans le registre de l'urgence. Donc je pense que notre premier rôle de parents, c'est justement de rétablir de la pensée, de rétablir de la nuance pour lutter contre ce phénomène de pensée binaire que j'avais déjà décrit chez vous l'année dernière. En fait, le livre, il est parti du double constat de, évidemment, la vague pédopsychiatrique absolument infernale à laquelle on a assisté au cours de la crise Covid, puisque les mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation du virus étaient, pour beaucoup, inappropriées au stade de développement de l'enfant et à l'immaturité affective et cognitive des enfants. Donc, évidemment, on a eu beaucoup de dégâts collatéraux, entre guillemets. Donc, face à cette vague pédopsychiatrique et au constat d'une confiscation de la parole paternelle ou maternelle, la manière dont on a joué à saute-mouton avec l'autorité parentale, et finalement on ne le fait pas depuis le Covid, on le fait depuis 40 ans, je me suis demandé comment outiller les parents pour les aider à la fois à comprendre comment on en est arrivé là. Donc il y a une rétrospective un peu sociopolitique, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans, et puis quelle est notre fonction parentale, quels sont les stades de développement de l'enfant, et comment surtout on restaure des frontières entre le monde extérieur et le foyer, pour donner aux enfants, peu à peu, les outils dont ils ont besoin pour se positionner dans le monde et pas simplement subir une actualité qui fait effraction sur leur psychisme. Alors, on va venir justement sur la grosse partie du livre qui est consacrée justement aux effets de la période Covid. Mais au début, vous pointez du doigt aussi l'Europe. Vous déclarez qu'elle distille une idéologie réfractaire à la liberté. Qu'est-ce que l'Union européenne, j'ai envie de vous dire, a à voir avec l'éducation de nos enfants? Normalement, elle ne devrait rien avoir à voir. Et malheureusement, on se rend bien compte que pour nos chers technocrates de Bruxelles, à chaque crise qui se succède, ou à chaque situation qui nous est présentée comme une crise, plus exactement, nous avons droit à une conclusion qui est systématiquement la même, à savoir qu'il faut une réponse uniformisée, globale, supranationale. Donc on passe par-dessus l'autorité parentale, mais aussi la souveraineté des États sur un certain nombre de sujets. Et donc que finalement, il y a une vérité révélée, une réponse révélée, une solution révélée à des gens que nous n'avons jamais élus, que nous n'avons jamais vus, avec qui nous ne pouvons pas discuter, avec qui nous ne pouvons pas opposer, à qui nous ne pouvons pas opposer un contre-pouvoir, et que donc cette solution, dont ils ne se cachent pas d'ailleurs, je veux dire, les gouvernants ne se cachent pas, nos dirigeants ne se cachent pas de vouloir transférer les pouvoirs à l'OMS, à l'ONU, etc., pour avoir des réponses globales et uniformisées à tous les types de crises. Donc c'est-à-dire jouer à saute-mouton aussi avec les anthropologies, avec les cultures, avec les mœurs, ce qui évidemment participe d'un déracinement de l'homme et donc d'une souffrance psychique collective très importante. Donc ça se traduit par de la psychopathologie, par des troubles psychiques qui sont majorés. Et puis, ça fait intrusion, finalement, comme toute démocratie qui dérive lentement vers le totalitarisme, sur la sphère privée et l'éducation des enfants. On voit les manuels d'histoire, par exemple, les choix idéologiques qui sont faits, la manière dont les choses sont présentées, comme la vérité, non pas comme un choix. Et c'est vrai aussi dans les médias,
Et donc, les enfants arrivent à l'école en pensant qu'ils vont apprendre l'esprit critique et finalement, de plus en plus, on assiste à un entrisme idéologique et les parents doivent faire face à ça. Vous décrivez de façon extrêmement précise les processus liés au confinement chez l'enfant. Celui-ci ne se plaignant pas, il n'en subit pas moins un véritable traumatisme. Le Covid a-t-il contribué justement à aggraver cette relation parent-enfant ? On pourrait, j'ai envie de dire, penser peut-être le contraire, puisque parents et enfants se sont retrouvés quelque part. Il n'y a plus... il y avait l'école, mais comme on était confinés, forcément, on se parlait plus, on était plus l'un avec l'autre. Bien sûr, et beaucoup de familles ont réussi à utiliser le mieux possible, en fait, ce qui leur était imposé. C'est d'ailleurs ça, la liberté, hein, c'est je choisis ce que je fais de ce qui m'est imposé. Mais en réalité, il y a eu d'abord, par ces mesures, une confusion des places, c'est-à-dire que les adultes ont été infantilisés et les enfants ont été surresponsabilisés. On a mis sur leurs petites épaules des éléments de langage et des situations extrêmement anxiogènes, extrêmement humiliantes aussi, des cercles à la craie dans la cour de l'école, des maîtresses qui leur disaient « va aux toilettes si tu veux respirer », des publicités qui leur montraient une grand-mère en réanimation parce qu'elle avait vu ses petits-enfants. Donc vraiment, on leur a fait passer des messages qui les aident pas à faire société. Enfin, je veux dire, quand on se vit comme un porteur de virus et que l'autre est un danger, c'est un petit peu compliqué de développer ses compétences sociales. Donc, d'ailleurs, beaucoup de médecins de la Société française de pédiatrie ont rappelé que les enfants étaient outillés contre le virus, mais n'étaient pas outillés par rapport aux mesures qui étaient prises. Ce que ça a mis aussi dans la tête des enfants, c'est finalement que parents et enfants étaient sur le même niveau, ce qui n'est pas vrai. Cette verticalité a été sapée symboliquement, mais c'est pas irréversible. Le problème, c'est que quand on précipite systématiquement les adultes dans des urgences les unes après les autres, il faut rappeler aux adultes que leur premier rôle en tant que parents, c'est d'avoir une fonction parexcitatrice et donc de remettre de la distance, de remettre de la pensée. Et évidemment, pendant la période Covid, celui qui pensait, celui qui posait des questions était un délinquant. C'est-à-dire qu'on avait inversé les valeurs. Normalement, le délinquant, c'est l'impulsif qui passe à l'acte. Là, le délinquant, c'était celui qui disait « Attendez, 2 secondes, on va peut-être pas traiter un enfant de 5 ans qui est en train d'apprendre à lire et une grand-mère avec des comorbidités exactement de la même manière. » Et celui-là était dangereux, en fait. Il fallait mettre tout le monde dans le même panier. Cette confusion des places, évidemment, est très dangereuse, mais elle est à l'œuvre dans beaucoup de domaines. L'indifférenciation des générations, des places dans la société et des sexes, fait partie de l'idéologie dominante aujourd'hui. À vous lire, l'enfant est ressorti totalement anéanti de cette période. Alors, bon, citer des exemples, les cotons-tiges qu'on enfonçait dans le nez, pour les tests, le port du masque, l'hystérisation du virus, la paranoïa, l'absence de contact aussi. On pourrait y rajouter l'évitement des personnes âgées, qui étaient des référents avant, et qui tout à coup deviennent des dangers, parce que soi-disant plus porteurs du virus. Est-ce que, selon vous, le gouvernement a-t-il pris la pleine mesure des effets du Covid quelques années plus tard? Parce que là, ce dont on se rend compte, ce qu'on subodorait, je dirais, avant, mais c'est que cette période Covid, le Covid est terminé, le confinement est terminé, mais qu'il y a quand même un poids psychologique qui n'a pas été soldé. Alors ça, c'est sûr que le poids psychologique n'a pas été soldé. On le constate tous les jours en consultation. Là où vous dites que j'en conclus que les enfants sont anéantis, non. Je mettrai de la nuance. Je ne pense pas que les enfants soient tous anéantis. Je pense qu'il y a des dégâts très importants, que c'est pas parce que les mesures sont levées que les dégâts sont stoppés et qu'un adolescent qui a décompensé une anorexie, une addiction, un enfant qui a un retard de parole, qui a une phobie scolaire, il est bien évident que c'est pas parce que les mesures sont levées et que c'est annoncé au journal télévisé que cet enfant, du jour au lendemain, magiquement, retrouve le cours de sa croissance et de son équilibre psychosomatique. Mais enfin, beaucoup d'enfants vont bien, beaucoup d'enfants sont en cours de reconstruction. Ce que j'explique en fait dans le livre, c'est que je rappelle ce que c'est qu'un trauma pour que les parents comprennent qu'il s'est joué quelque chose de la logique traumatique et que l'enfant ayant été sorti de sa fenêtre de tolérance au stress, c'est-à-dire qu'on a tous une fenêtre de tolérance au stress face à une répétition de situations dans le temps qui devient chronique et qui est inappropriée, inadéquate au vu de nos besoins. En fait, les enfants se sont mis
sont passés dans la phase d'hypoactivation. C'est-à-dire qu'au début, quand vous êtes stressé, vous êtes en alerte, vous êtes très vigilant, vous avez des manifestations anxieuses. Et puis au bout d'un moment, quand le stress se prolonge, le cerveau étant très bien fait pour éviter un accident vasculaire cérébral, on a des drogues anesthésiantes qui sont fabriquées naturellement, la morphine et la kétamine. C'est ce que décrivent notamment les victimes de viol. Elles disent que tout d'un coup, elles se dédoublent et qu'elles ne sont plus là. Et donc en fait, ça va encapsuler les manifestations du stress et l'enfant va être un petit peu en état de congélation. Il est un peu replié sur lui-même, il est un petit peu anédonique, il n'est pas triste, il n'est pas joyeux, il n'a pas d'envie, il ne se projette pas. Toutes choses qui sont totalement anormales chez un enfant. Et que beaucoup d'adultes ont interprété comme « il va bien, il ne se plaint pas ». Mais quand vous dites à un enfant à la sortie de l'école « comment s'est passée ta journée ?» et que l'enfant vous répond comme d'habitude, mais c'est quoi comme d'habitude ? Peut-être que comme d'habitude c'est un harcèlement, peut-être que comme d'habitude c'est ça ne va pas, sauf que l'enfant a pour premier réflexe de protéger sa figure d'attachement. C'est pour ça que les chiffres en psychiatrie ont d'abord été mauvais chez les adultes et que les dégâts chez les enfants ne se sont vus qu'en février 2021. Pourquoi ? Parce que les enfants tiennent. Les enfants, ils ne veulent pas affoler les parents. Ils ne veulent pas rajouter du problème à la catastrophe. Donc ils vont tenir, ils vont se mettre un petit peu comme ça en retrait. Et nous, on va dire ils sont résilients. À cet âge-là, le masque, c'est un jeu. Alors qu'en réalité, ils sont en train d'épuiser leurs ressources adaptatives et de passer en hypoactivation, ce qui laisse des séquelles à long terme. Donc il ne faut pas confondre résilience et suradaptation. Donc je donne des outils aux parents pour identifier si un enfant est allé trop loin en fait dans ses capacités d'adaptation. Alors chez certains, ça va se traduire sur le long terme par des phobies, par des TOC, par une hypocondrie, etc., par des obsessions, par des rituels alimentaires. Et puis je donne des outils aux parents pour repérer ce mal-être et pour remettre une parole en fait qui reconnecte l'enfant à ses ressources et puis aider l'enfant à sortir de cette difficulté. Vous avez des exemples de ça, par exemple, que vous avez été amené à traiter en psychiatrie, justement ? Ah bah bien sûr, oui, mais moi j'ai eu en fait, comme tous les cliniciens, on a eu des demandes qui n'auraient pas eu lieu avant, c'est-à-dire des enfants sans antécédents, dans des familles qui fonctionnaient bien, qui n'étaient pas en train de traverser une épreuve particulière, qui n'avaient pas de harcèlement ou de divorce ou de situation de maltraitance. Et puis l'enfant développait, moi j'ai une petite fille de 7 ans qui s'est évanouie parce que la maîtresse l'a empêchée d'enlever son masque et qu'elle commençait à se sentir très mal en cours de yoga. Non, parce qu'on fait faire du yoga aux enfants pour qu'ils se détendent avec un masque. Enfin, je veux dire, on est quand même allé très très loin dans l'exemple de débilité qu'on leur a montré. J'ai eu une petite fille qui me disait en consultation, moi je veux pas embrasser ma maman parce que quand on s'embrasse on se touche. Ça c'est aussi un point très important, c'est qu'on est dans une société où on se touche beaucoup moins et on oublie que le toucher, notamment pour un bébé ou une personne âgée, est essentiel au maintien des fonctions vitales, au maintien de son immunité et à l'évitement de la dépression. Donc j'ai dû transformer la thérapie en cours de biologie et expliquer à cet enfant qu'elle avait un système immunitaire qui fonctionnait et qu'au contraire, faire un câlin à sa maman était très important pour elle. Alors, ça m'a valu d'être traitée de criminelle sur des plateaux télé, mais ça, je le vis assez bien. Et j'ai des petits garçons qui ne voulaient plus aller à l'école, qui étaient des élèves brillants, qui étaient enfermés derrière leur écran. Des parents qui m'ont dit, mais il ne veut plus sortir de sa chambre, il est hyper agressif. Et c'était vraiment des enfants chez qui, là, je parle de ceux qui n'avaient pas d'antécédents. Je ne vous parle pas de ceux qui avaient déjà des difficultés et qu'on redécompensait. Je vous parle vraiment de ceux qui allaient bien, qui étaient bons élèves, qui étaient dans des familles saines et qui sont mis à présenter ce type de symptomatologie anxieuse. Enfin, on a eu 299% d'augmentation des tentatives de suicide et des idées suicidaires et des suicides chez les moins de 15 ans. Donc, j'ai pas inventé les chiffres. Simplement, nous, les cliniciens, on nous a dit taisez-vous, vous n'avez pas les chiffres. Et puis 2 ans plus tard, on a eu les chiffres. Mais une fois qu'on a les chiffres, et c'est le problème d'une vision algorithmique de la santé, c'est qu'il est trop tard, a priori. Est-ce qu'on peut considérer, alors je parle d'exemple personnel plutôt, qu'il y a eu plusieurs types de confinements. Moi j'ai été confiné à la campagne, j'étais avec mon fils, et ça m'a permis de découvrir des choses assez incroyables que je n'aurais jamais vécues avec mon fils autrement. J'aurais été prisonnier de la période vacances où on va au ski ou à la mer, ou école pour lui et travail pour moi, et que le Covid sans fin
m'a permis d'aller me balader dans la nature, de refaire des tisanes, d'aller pêcher le brochet, enfin des choses que j'aurais jamais fait et qui m'ont paru d'une autre époque, qui m'ont paru, c'est comme si... alors, je suis peut-être un exemple assez rare, mais il y a quand même aussi des gens qui ont vécu à la campagne et qui ont peut-être découvert des choses comme ça. C'est évident que les confinements et toutes les mesures qui ont été prises ont été beaucoup plus délétères sur le plan de la santé mentale dans les grandes villes. Oui, en appartement. Être confiné quand vous êtes la seule ferme à 10 km à la ronde et que vous sortez avec vos vaches regarder les étoiles, c'est pas du tout pareil qu'être à 5 dans un appartement de 60 mètres carrés. Mais ce que vous pointez est intéressant parce qu'en fait, il s'agit de ce qu'on appelle la croissance traumatique. C'est-à-dire que face à une épreuve qu'on subit, qui est violente et qui est contraire à nos besoins, l'être humain est en capacité, dans 75% des cas, en général, de faire appel à ce qu'on appelle la croissance traumatique, c'est-à-dire que s'il y a des ressources spirituelles, des ressources intellectuelles, un imaginaire, une capacité à s'ancrer en soi-même, et puis du soutien social. Et alors là, du soutien social, on en était coupé, mais quelque part, l'épreuve était collective. Donc il y avait du soutien social au sens où la difficulté était collective. On peut effectivement transformer, et c'est finalement ce que nous racontent les mythes grecs, on peut transformer l'épreuve en outil de croissance. Et je pense que nous, parents, c'est extrêmement important dans un monde... Enfin, la première résistance qu'on peut opposer, nous, parents, aujourd'hui, dans un monde qui ne fait que parler de crise à nos enfants, et c'est la fin du monde, et si tu fais un bébé, tu vas tuer un arbre, etc., etc. C'est vraiment justement de remettre une espérance en mettant le focus, non pas sur les problèmes, en mettant le focus sur leurs ressources. Et plus on va outiller nos enfants avec de l'instruction, avec des livres, avec du lien affectif, avec de la spiritualité, avec de l'imaginaire, inventer des histoires, faire appel à l'humour, intellectualiser, débattre, s'engueuler sur un sujet, et lui montrer que la maison, elle tient, c'est-à-dire les limites, elles sont là, les interdits sont toujours les mêmes. Par contre, il n'y a pas de coercition infantilisante et débilitante, qu'on est capable de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, même si pour le moment on n'a pas les moyens de faire autrement, et bien déjà nos enfants vont avoir une immunité psychique pour faire face aux... Parce que là on parle du confinement, de ce qui s'est passé, mais voilà, là il y a les attentats, il y aura d'autres épreuves anxiogènes pour eux, et en fait l'important c'est pas de courir après les catastrophes et de les bombarder avec ces catastrophes, l'important c'est de, en amont, en fait les tirer vers leur immunité psychique et de faire, vraiment de leur montrer qu'ils ont des ressources. Voilà, tu vois, tu as surmonté ça, c'était très difficile pour toi, mais tu es vraiment quelqu'un de remarquable. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a des trésors d'imagination parce qu'on t'a imposé quelque chose de difficile et tu as réussi à en rigoler, tu as réussi à le surmonter. Et en fait, de valoriser les ressources de l'enfant, ça fait que la prochaine fois qu'il sera tout seul sans vous face à une difficulté, il va se souvenir qu'au fond de lui, il a des moyens pour faire face. Et c'est ça qui est important parce qu'on ne sera pas toujours à côté d'eux pour leur tenir la main. Je voulais revenir sur la notion d'autorité parentale. Oui, quelque chose qui me paraît quand même étonnante, enfin, c'est qu'on est dans une société, alors on peut parler de, oui, il y a des familles monoparentales, c'est très difficile d'élever ses enfants quand on travaille, et donc souvent les enfants sont livrés à eux-mêmes, restent traînés tard le soir. Ça peut expliquer une part de la violence de nos sociétés, de la délinquance, etc., etc. Nous, quand on grandissait, l'autorité parentale était une donne qui n'était absolument jamais remise en question. Dans très peu, et c'était valable aussi pour les milieux populaires, où l'autorité parentale était une donnée qu'on ne contestait pas. Pourquoi est-ce que, après avoir vécu un XXe siècle absolument calamiteux, un XXe siècle horrible, avec des millions de morts, la société a été ébranlée plusieurs fois. Elle est ébranlée aussi, nous, par le terrorisme, par le Covid, par tout un tas de... Pourquoi est-ce que, finalement, aujourd'hui, on a autant de mal à, finalement, exercer cette autorité parentale? Alors, on le sait quand on a des enfants. Avant, on ne le sait pas, parce que peut-être qu'on fait subir ça aussi à nos parents, mais disons qu'il me semble que les choses se sont quand même largement accélérées et qu'on a besoin de recomposer la société autour de cette cellule fondamentale qui est la famille, et qu'on n'y arrive pas, qu'on est obligé de faire un effort pour le faire. Mais parce qu'au XXe siècle, il y a eu une expérience totalitaire dont on n'a pas tiré les leçons. C'est-à-dire qu'on s'est raconté avec beaucoup de prétention qu'on avait compris le totalitarisme et qu'on l'avait dépassé et qu'il ne reviendrait jamais.
parce que de toute façon, on avait l'outil magique de la technologie et puis la technostructure qui faisait que de toute façon, les décisions qui étaient prises nous protégeaient de toute idéologie mortifère. Or, derrière la technique, comme derrière la bureaucratie, il peut y avoir une idéologie mortifère. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on n'a pas fini de comprendre et d'analyser l'expérience totalitaire du XXe siècle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en parallèle de cette expérience totalitaire, on a eu tous les dégâts de l'idéologie ultralibérale qui a été importée des États-Unis et qui a savamment cassé tous les cadres et les ressources collectives sur lesquelles on pouvait s'appuyer. C'est-à-dire que justement, un des résidus de l'expérience totalitaire du XXe siècle dont on hérite aujourd'hui, c'est la destruction de la famille. Puisque dans le totalitarisme, ce qui importe, c'est que l'enfant soit arraché à ses racines familiales trop subjectives, trop dangereuses, trop suspectes, et qu'il soit rééduqué. Et aujourd'hui, on veut le rééduquer selon les codes de l'homme nouveau, dictés par le transhumanisme, c'est-à-dire un homme tronc, coupé de son instinct animal biologique, coupé de ses branches spirituelles, et qui serait entièrement, en fait, cette humanité 2.0, cet homme augmenté dont je dis toujours que c'est une conscience diminuée, qui serait bercé de l'illusion de toute puissance que grâce à la technique et à la médecine, de toute façon, il peut absolument tout surmonter et que la finitude n'existe pas. Alors, les preuves de réalité frappent à la porte violemment tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en parallèle de l'expérience totalitaire du communisme, on avait aussi le fait que mai 68 nous a apporté une destruction progressive de l'autorité paternelle, de la figure d'autorité. Donc ça s'est répercuté aussi dans les programmes de l'éducation nationale qui déjà nous annoncent en s'appelant l'éducation nationale qu'on n'est pas au bon endroit, puisque c'est de l'instruction et pas de l'éducation, puisque l'éducation, c'est le rôle de la famille. Mmh. Une fois qu'on a cassé ça, on a aussi cassé le couple, puisque finalement, il y a une forme de féminisme, il y a une forme de féminisme qui était extrêmement précieux, puis il y a une forme de féminisme radical qui a eu la bêtise de taper sur les hommes et de mettre en compétition dans le couple l'homme et la femme, au lieu d'accentuer la complémentarité. Donc aujourd'hui, les femmes sont en burn-out parce qu'elles ont une charge mentale énorme. Et en plus, il y a un refus par orgueil de faire appel à l'homme et de demander de l'aide à l'homme. Donc on tape sur l'homme au lieu de lui dire « j'ai besoin de toi » et que l'homme reconnaisse qu'il a besoin de nous. Donc il y a eu ça. On a tapé sur l'homme, on a tapé sur le couple. Maintenant, on tape sur le lien mère-enfant. Maintenant, on tape sur le lien mère-enfant. C'est-à-dire que l'idéologie woke, et notamment le fait de banaliser le changement de sexe, c'est aussi une manière de diffuser une fake news sur la condition humaine, c'est-à-dire que le lien mère-bébé est indispensable à la survie de l'espèce, et on attaque aussi la maternité aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'ai des patientes qui me disent « je me suis fait avoir par l'idéologie féministe, j'ai cru que pour être libre, il fallait que je fasse carrière et que j'ai pas d'enfant, et finalement, aujourd'hui, à 40 ans, je me rends compte que j'ai rien construit et que j'aurais terriblement désiré avoir un enfant, mais c'est un autre sujet. » Voilà, donc je pense qu'en parallèle de l'expérience totalitaire, il y a eu aussi cette idéologie dominante, ultralibérale, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a cassé nos cadres, qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu scié la branche sur laquelle on était assise, et qu'on se retrouve, c'est ce que je dis dans l'introduction du livre, en fait, avec le mariage du pire du communisme et du pire de l'ultralibéralisme. Donc, il faut que la famille... toutes les familles, la famille monoparentale, on peut y arriver, c'est difficile, mais on peut arriver à élever des enfants tout seul. En tout cas, dans ces cas-là, si on a un papa tout seul ou une maman toute seule, on fait en sorte que nos enfants aient accès à l'autre sexe par les amis, les parrains, les marraines, etc. On met du tiers. Et voilà, il faut vraiment défendre ce territoire de la famille qui est la cellule de base de la société, qui est attaquée constamment par la technostructure. Constamment. Mais le communisme, quelque part, même si on parlait d'hommes nouveaux, même si on sublimait l'individu, quelque part, dans la masse, n'attaquait pas la famille. Et le communisme a eu pour conséquence, quelque part, de resserrer les liens traditionnels, puisqu'on voit que les pays qui, quand ils se sont libérés du communisme, ont été exaltés vers un nationalisme, vers une conscience de soi, une redécouverte de ces églises, de ces cultes qui n'avaient pas cessé, finalement. L'adversité que le communisme a créée a permis de sauver les peuples, quelque part. Le libéralisme, au contraire, semble les dissoudre. Oui, c'est intéressant. Jusque dans les cellules de base. Vous n'arriverez pas à me faire l'apanage du communisme parce que je suis quand même une anticommuniste primaire, évidemment, mais
En tout cas, il est vrai qu'il y a quelque chose de très pernicieux et pervers dans l'ultralibéralisme, c'est qu'il met en avant une hyper-libéralisation des mœurs, d'ailleurs une hyper-sexualisation de l'espace public aujourd'hui qui est absolument abjecte, une injonction à jouir sans entrave qui est extrêmement mensongère. Et le discours politique du dictateur s'affiche comme un discours politique de dictateur. Le discours politique de l'ultralibéralisme est un discours managérial, c'est-à-dire qu'en fait on fait doucement, on amène doucement les gens, mais Tocqueville le disait déjà, on va doucement amener les gens à choisir ce qu'on veut qu'ils choisissent sans jamais leur dire clairement qu'ils sont obligés de le choisir parce que sinon ils iront à l'échafaud. Il n'y a pas d'échafaud, mais il y a une mort sociale si vous ne faites pas le bon choix. Et donc en fait, c'est plus de la politique, c'est une espèce de technique de management de la population avec des petits coups de coude, un petit coup de peur sur la tête, parce que quand même la peur, ça marche bien pour rendre les gens serviles. Et puis juste après, un petit coup de divertissement, donc on brandit l'hypersexualisation, etc. On divertit les gens, on baisse le niveau d'instruction, on met en avant la consommation, le plaisir immédiat. Évidemment, dès que l'homme est hypnotisé par le plaisir immédiat, il arrête de penser et puis il va vers le vice. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à cultiver ces vertus profondes qui vont lui permettre de faire face à l'adversité, parce qu'il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de tempérance, il n'y a plus de croyance non plus en quelque chose de spirituel. Et donc, évidemment, c'est le côté très pernicieux de l'ultralibéralisme qui veut réduire l'homme à une anthropologie très matérialiste, où c'est juste un consommateur contribuable, c'est un homo economicus dont on espère bien qu'il va rentrer dans le modèle, et non pas que le modèle va refléter quelque chose de ce qu'est l'homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, Mathieu Bock-Côté était à votre place la semaine dernière, pour parler de son livre « Le totalitarisme sans le goulag ». On parlait justement du wokisme. Excellent ouvrage. Excellent ouvrage, on va le dire, on va le redire. On parlait du wokisme. Le wokisme, c'est quand même une notion qu'on a explorée ou qu'on a définie, même si elle est complexe, ces dernières années. Je dirais qu'il y a 3 ans, 4 ans, on n'aurait pas parlé de wokisme. Pourtant, d'après ce que vous me dites, les symptômes existaient depuis bien longtemps. Vous avez parlé de ces idéologies qui viennent des États-Unis. D'abord, je voulais vous demander pourquoi elles viennent précisément des États-Unis, et ensuite, pourquoi avant, on ne les avait pas décelées. Moi, je pense que beaucoup de choses se sont jouées après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis et les Alliés ayant aidé l'Europe à se débarrasser du nazisme, ils ont été... il y a eu une sorte de projection dans l'inconscient collectif des États-Unis sauveurs, des États-Unis quasi messianiques qui nous libèrent du joug du nazisme et qui donc vont nous apporter le progrès, le plaisir, l'insouciance, mais aussi des valeurs démocratiques libérales qu'il va falloir mettre partout dans le monde pour lutter contre le retour de l'horreur et de la barbarie. Et finalement, je pense qu'il y a quelque chose du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale dont on n'est pas sorti. Et parce que finalement, au nom de plus jamais ça, qui est tout à fait légitime, il y a un véritable trauma après la Shoah, au nom du plus jamais ça, on va peut-être manquer parfois de discernement. On ne va pas trier le bon grain de livret de ce qu'on amène des États-Unis, et notamment cette société de consommation et de divertissement. Cette société aussi où finalement la laïcité, pour prendre la problématique de l'école, la laïcité c'est viens comme tu es, avec un régime diversitaire, alors qu'en France, la laïcité c'est pas ça. La laïcité c'est pas de signe extérieur religieux ostentatoire. Et finalement, on va superposer la culture américaine à des racines occidentales qui sont autres. Et évidemment, ça va être tentant d'aller vers ça, mais on va aussi en importer toutes les dérives, et notamment ce régime diversitaire. Et puis, il y a depuis très longtemps en Europe, en fait, depuis avant la Seconde Guerre mondiale, l'idée que le multiculturalisme va être une richesse et que
notamment l'immigration de masse, va être uniquement une richesse, sans voir qu'au bout d'un moment, un peuple qui est complètement, où les individus sont complètement interchangeables, on fait ça au nom du bien, mais en réalité, il y a quelque chose de très pernicieux, c'est que si les gens sont complètement déracinés, interchangeables, que tout se vaut, qu'il n'y a plus de différence entre les cultures, on finit par être dans un universalisme gnangnan et un espèce de magma culturel à l'école où personne ne se reconnaît. Donc où personne ne peut s'identifier à rien. Et pour un enfant, grandir dans une société où finalement il ne peut pas avoir d'identification propre avec une subjectivité assumée et respectueuse de la subjectivité de l'autre, ça ne peut que le conduire vers la tentation de l'extrémisme, évidemment. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec la radicalisation de jeunes très très rapide sur Internet. Alors, cette radicalisation est aussi, elle peut se manifester de diverses façons. On parle évidemment de ceux qui emboîtent la cause de l'islamisme radical, mais il y a aussi, j'évoquais le wokisme tout à l'heure, aussi des formes, des manifestations extrêmes et très destructrices pour la famille, où les jeunes tout à coup prennent conscience, ou ont l'impression qu'ils accomplissent une mission en changeant le monde, en fait. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a une classe politique qui représente ces idées-là, qui est, alors, je sais pas, évidemment, on peut citer Sandrine Rousseau ou d'autres personnes, mais qui sont capables d'avoir un discours extrêmement destructeur. Et comment, aujourd'hui, peut-on comment lutter ? Parce qu'en tant que parent, il faut à la fois expliquer à nos enfants que ces idées-là sont néfastes, et en même temps, on a la charge de la vie, en même temps, on a plein de choses autour de nous. C'est quand même, être parent aujourd'hui, c'est un véritable défi. Est-ce que ça explique aussi que le fait que de moins en moins de gens ont envie de le devenir ? De toute façon, tout est fait dans l'espace public et dans le discours dominant pour décourager les gens d'être parents. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on leur a dit faut jouir sans entrave. Alors, une fois qu'il faut jouir sans entrave, c'est sûr qu'un enfant, on a un petit peu de mal à en tolérer la frustration inhérente à l'éducation et au fait de maintenir un interdit qui soit toujours le même et qui ne soit pas arbitraire et changeant au gré de mes propres envies ou de ma propre fatigue. Donc, on a beaucoup dévalorisé cette notion d'engagement et je pense que Bernanos avait raison quand il disait que l'homme moderne, l'homme futur à son époque n'aurait plus envie de s'engager. Et ça, c'est une fake news psychologique, l'idée que pour être heureux, faut se déresponsabiliser, il faut pas avoir de contraintes. Moi, je pense que les gens qui s'en sortent bien et qui sont heureux, c'est justement les gens qui sont très très engagés. Et si on reprend l'exemple du Covid, ceux qui s'en sont sortis, c'était des jeunes justement qui continuaient d'être engagés dans des projets collectifs et qui se retrouvaient dès les mesures levées. Donc le fait de s'engager rend heureux. Et on est dans une idéologie où oh non, faut pas se prendre la tête, faut pas tolérer trop de frustration, etc. Ça n'aide pas à avoir envie d'être parent quand on est soi-même un ado attardé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le coût de la vie économique et le fait que les jeunes ont peur de ne pas pouvoir faire face à ce que ça va représenter. Il y a le fait qu'on a semé une telle zizanie dans les rapports hommes-femmes que la parentalité devient difficile et que de tout temps, il a été difficile de passer de 2 à 3, mais alors particulièrement maintenant où il y a cette espèce d'hyper-individualisme forcené qui a pris la place de la complémentarité et de la beauté de l'interdépendance, parce que qu'est-ce qui vous rend plus codépendant et interdépendant que l'arrivée d'un bébé ? J'ai besoin qu'il y ait des moments où j'aille dormir et où tu prennes le relais. J'ai besoin qu'il y ait des moments où tu ailles travailler pour que je puisse m'en occuper. Et cette interdépendance, on l'a complètement disqualifiée. Donc il y a ça aussi. Il y a tout le narratif climatique. Hein. En gros, là, on en est rendu à les bébés sont les ennemis des arbres. Hein. Oui, maintenant, on en est rendu là. Donc vous et moi, on est coupables de déforestation. Hein. On tue les ours blancs ou ce genre de... Voilà, donc il y a ça aussi. C'est trop de la glace, quoi. Et comme ils sont moins instruits, ils ont moins d'éléments aussi pour mettre de la distance avec ce narratif catastrophiste. Et je crois qu'il y a aussi une chose, c'est que quand on devient parent, c'est le métier le plus difficile pour lequel il n'y a pas de formation. Donc c'est pour ça que dans le livre, je rappelle ce que c'est, parce que moi j'ai eu la chance de faire des études de psychologie qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour prendre confiance en moi, parce que j'avais évidemment très peur de ne pas savoir faire. Je rappelle ce que c'est que la fonction parentale, les stades de développement de l'enfant, de quoi a besoin un bébé, et tout ça
on n'est pas formé. On n'est pas formé à l'école, on n'est pas formé à la fac. À part les gens qui ont fait de la pédiatrie et de la psychologie du développement de l'enfant. Mais aujourd'hui, les neurosciences nous donnent beaucoup de clés sur ce dont a besoin un bébé. Et donc, le fait de s'informer, ça nous redonne confiance en nous. Et moi, je crois que c'est très important quand je suis dans ma place de psychologue et pas dans ma place de maman, de dire justement aux parents qui viennent me voir, mais attendez, en tant que parent, vous savez mieux que moi ce qui est bon pour votre enfant, parce que c'est votre enfant. Et il faut vraiment revaloriser ce lien parent-enfant que notre société de l'expertise a tendance à dévaloriser. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin d'un expert pour tout, mais en fait, quand vous êtes la maman d'un bébé, vous pouvez faire sortir tout le monde de la chambre à la maternité. Votre bébé, vous le sentez, c'est hormonal, vous savez de quoi il a besoin. Donc moi, je veux vraiment aussi dans le livre dire, bon, ok, il y a des éléments que vous n'avez peut-être pas, je vous donne les infos, mais fondamentalement, c'est vous les parents. Si vous faites le travail de vous informer et si vous faites le travail aussi de remettre en perspective ce dont vous avez hérité dans votre éducation, si vous avez désidéalisé un parent maltraitant, par exemple, évidemment, il ne faut pas reproduire le mauvais, vous serez la meilleure personne pour aider votre enfant à se construire. Sur un autre aspect qu'on n'a pas abordé, et ce sera le dernier point, c'est l'âge digital qui évidemment perturbe aussi cette relation. En ce sens, je dirais que quand nos parents nous offraient des jouets, ils connaissaient ces jouets. Aujourd'hui, parfois, il nous arrive d'offrir des jouets à nos enfants, ou en tout cas de céder sur un téléphone portable, et de ne pas maîtriser tous les logiciels qu'eux vont maîtriser assez facilement. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, vous, aujourd'hui, justement, pour essayer d'endiguer, parce que chaque parent est confronté à ça, justement, ce trop-plein de digital dans la vie de l'enfant? Est-ce que vous donneriez les clés de votre voiture à un enfant qui n'a pas le permis? Non, mais là, j'ai l'impression que mon enfant n'a pas besoin du permis pour conduire une voiture que moi, je ne suis pas capable de conduire. C'est faux. Vous dévalorisez. Vous êtes tout à fait capable de ne pas laisser l'accès à l'écran à votre enfant. Moi, quand j'entends que des enfants de 3 ans ou 2 ans ont des tablettes, je suis sidérée. Donc, là, vous prenez des exemples extrêmes, mais à un moment ou à un autre... On commence par expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un écran et ce que ça fait sur son cerveau. On commence par lui expliquer que, par exemple, la lumière des écrans, ça va brouiller les messages de ses petites hormones cérébrales et que, du coup, ça va l'empêcher de bien dormir. Vous expliquez à votre enfant votre enfant n'est pas débile. Si vous lui expliquez tôt, très tôt, parce qu'à 13 ans, il ne vous écoute plus, très tôt, ce que ça fait sur sa santé, c'est factuel, c'est biologique. Voilà, ça fait ça. Après, t'es énervé, c'est comme le sucre, ça te met en colère en fait. T'es hypnotisé, ça t'empêche de dormir, etc. En fait, il y a un âge où votre enfant il est réceptif à cette information. C'est une première immunité. Le savoir est une première immunité. C'est une première ressource pour lui pour ne pas céder à la tentation. Ensuite, couvre-feu numérique. Pas d'écran dans les chambres après 19h. Les portables ne chargent pas dans les chambres. Ensuite, contrôle parental. Pas de réseaux sociaux avant 16-17 ans. C'est mauvais pour ta santé mentale. Moi, j'ai réussi à le faire. Si j'ai réussi à le faire, alors que je bosse et que j'ai 3 enfants, franchement, tout le monde peut le faire. Je suis vraiment pas plus forte qu'une autre. Vraiment. Et je fais des erreurs tous les jours. Mais ça, j'ai réussi à le tenir, donc je suis convaincue qu'on peut le tenir. Et puis, on explique aux enfants que la pornographie, c'est le contraire de la sexualité. En fait, ce qu'il faut, c'est parler aux enfants des sujets très tôt, mais de manière progressive. C'est pas du jour au lendemain, tu as 15 ans, je te parle de la pornographie, alors que si ça se trouve, tu as accidentellement vu des images porno depuis 5 ans. C'est très tôt dans le bain, à 2 ans, on explique à un enfant la différence des sexes. Il vous pose la question de pourquoi ma sœur, elle n'a pas de zizi et moi j'ai un zizi. On explique qu'on n'a pas le droit de toucher le corps de l'enfant sans son autorisation. Donc on lui demande l'autorisation. On lui dit, tu vois, si le docteur, il te touche, maman, elle reste à côté, c'est maman qui te déshabille. Le docteur n'a pas le droit de te toucher si je ne donne pas mon accord, etc. etc. Progressivement, vous allez apprendre à l'enfant à se respecter, à se faire respecter, à dire non et à respecter les autres, en fait. Et les écrans, c'est pareil. Vous lui expliquez que, de la même manière que vous ne laissez pas prendre un couteau de cuisine, vous lui expliquez que un outil comme l'écran, en apparence, c'est attirant, mais qu'en fait, c'est dangereux. Et voilà les raisons pour lesquelles le non ne bougera jamais. C'est non après 19h dans ta chambre, ce ne sera pas oui parce que demain soir, je suis au téléphone et que ça m'arrange que tu regardes la Game Boy. C'est non. Le non tient. En fait, le plus difficile, ce n'est pas les enfants. Le plus difficile, c'est nous. Est-ce que je tiens le non ? Et quand vous savez que c'est un non qui protège votre enfant, vous arrivez à le tenir, même si vous êtes fatigué.
Merci Marie-Estelle pour ce conseil, ces conseils en général. Et je vous recommande vraiment de lire ce livre, Être parent en temps de crise, où tout est expliqué, tout est disséqué. Et puis il y a surtout ces exemples de justement, moi ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est c'est la première fois que je réalise les effets véritables psychologiques de la crise Covid. Et je me doutais qu'ils n'avaient pas été gérés, ni même que le gouvernement s'y intéressait. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que... Notamment sur les écrans, les parents disent aujourd'hui on est au bout du rouleau parce qu'ils ont replongé dans l'addiction aux écrans. Donc vraiment là, Quand il y avait du temps à perdre, évidemment, c'était facile. Faites-leur faire du sport, confisquez les écrans, faites-les lire, faites-leur inventer des histoires. En fait, il faut refaire de nos enfants les héros de leur vie. Et ça passe pas par les écrans, ça passe par le fait d'agir. Voilà, faire du sport, être ensemble, du lien affectif, des bouquins. Très bien. Être parent en temps de crise, aux éditions Guy Trédaniel. Merci Marie-Estelle d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce grand entretien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs ? Le lien est dans la description.